Monsieur Foot, vous êtes un salaud! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce tout premier podcast du Money Time, un podcast intitulé Carton Rouge. Pourquoi ce nom ? Eh bien tout simplement parce qu'à travers ces podcasts, on va parler des choses qui fâchent. Et pour parler des sujets qui fâchent, qui de mieux que Valentin Magnien. Salut Val. Salut Corentin, ravi d'être là et hâte d'entamer ce premier épisode du Money Time et surtout de Carton Rouge. On va parler des sujets qui fâchent et notamment de l'arbitrage français. Exactement, t'as lancé le sujet, c'est ça, l'arbitrage français, puisque comme vous le savez tous, cette saison a été marquée, en tout cas cette année 2024 précisément, a été marquée par plusieurs décisions litigieuses, par plusieurs faits de jeu majeurs. Ouais, des faits de jeu litigieux qui ont amené à des polémiques et qui ont fait beaucoup parler et fait couler beaucoup d'encre. Si l'année 2023, comme tu l'as dit, a été, comme je l'ai dit tout à l'heure, a été plutôt propre, 2024 c'est le contraire total. On a tous les week-ends, il y a des décisions litigieuses, des arbitres qui se font insulter. Et même en interne, au niveau de l'arbitrage, on a le patron, Stéphane Lannoy, qui s'est fait virer au mois de mars. Il a été remplacé par Anthony Gauthier, mais ça ne va toujours pas mieux, on peut dire ça. On a toujours des week-ends assez compliqués pour les arbitres français. Ouais, et puis surtout dernièrement, il y en a eu quelques-uns consécutifs qui vont pas en leur faveur. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de comprendre à travers ce podcast ? Eh bien, on va essayer de comprendre pourquoi l'arbitrage français aujourd'hui crispe de plus en plus les acteurs du football. C'est le sujet du jour. Je vais pas toucher! On va parler dans cette première partie de ce podcast, un podcast que j'ai oublié de dire qui sera divisé en 4 parties. La première, on va revenir sur quelques décisions très très litigieuses, sur quelques matchs qui ont fait beaucoup couler d'encre. On va commencer notamment avec Montpellier-PSG, le PSG qui s'était imposé 6-2 à la Mosson. L'arbitre de ce match était Florent Bata. Et on peut dire qu'il a fait beaucoup parler de lui, Valentin. Ouais, honnêtement, un match pas évident à gérer parce que c'est un peu parti dans tous les sens. Montpellier et Paris ont bien pris la température les uns des autres en cette première mi-temps, mais après Paris a déroulé. Mais c'est surtout quelques faits de jeu qui ont coûté cher à Montpellier, malgré une première faute sanctionnée sur Donnarumma qui fait une sortie un peu hasardeuse en rencontrant Arnaud Nordin. Là-dessus, l'arbitre décide de siffler penalty, mais après on a 2 autres situations litigieuses et c'est Saïd N'Jimi qui les a notées. Alors Saïd N'Jimi qui est un ancien arbitre professionnel de Ligue 1, de Ligue et qui est aujourd'hui consultant à l'équipe. Exactement, et donc il a tenu à vraiment cibler ces 2 faits de jeu parce qu'il y a notamment la faute sur Beraldo qui fait tomber Arnaud Nordin et là-dessus il aurait dû y avoir penalty. Et sur aussi la deuxième faute du latéral gauche Mendes du Paris Saint-Germain qui a fait une faute outrageuse sur le Jordanien Altamari. Et voilà, ça c'est le premier match, on va dire, qui nous a marqué, en tout cas nous deux, en termes de décisions litigieuses, ouais, tu voulais rajouter. Et puis c'est surtout que ça touche Paris cette fois. Il n'y a pas eu beaucoup de matchs où il y a eu des problèmes d'arbitrage concernant le club de la capitale. Ouais. Mais là, cette fois-ci, ouais, et surtout avec un match aussi rythmé qui s'est ponctué sur un 6-2. Et surtout que les 2 pénaltys auraient pu tout changer. Ouais, puis surtout, on dit souvent que les arbitres favorisent plutôt les grands clubs. Pour le coup, c'est pas le cas. Exactement, ouais, on va le voir avec le match suivant. Ouais. Belle transition, mais ouais, effectivement, là-dessus, Paris a eu de la chance et ce n'a pas été le cas de Valenciennes. Et ben on va donc parler de ce Lyon-Valenciennes. Victoire 3-0 des Lyonnais. C'était en demi-finale de Coupe de France, donc c'était en mois d'avril dernier. Au sifflet, Stéphanie Frappart, qui a fait déjà parler d'elle pour plusieurs matchs assez controversés. On rappelle un petit peu les faits de jeu de ce match. Donc il y a ce premier but refusé pour Valenciennes à cause d'une faute de Nockert sur O'Brien. O'Brien qui avait fait une grosse obstruction pourtant, et c'est Nockert qui est sanctionné. But refusé, ça provoque la colère de tout le camp nordiste. Et puis ensuite, les Lyonnais aussi ont eu quelques situations litigieuses. Il y a eu Noama notamment qui s'est fait bousculer complètement dans la surface où il n'y a pas eu penalty, il n'y a rien eu du tout. Et derrière, pour Valenciennes, il y a encore une décision litigieuse. Le penalty sur la Casette qui se fait bousculer mais très très légèrement, qui tombe. Et derrière, Stéphanie Frappart indique le point de penalty. Et forcément, ça plombe un match. Et sachant que c'est une demi-finale de Coupe de France, c'est toujours très compliqué. Exactement, Stéphanie Frappart qui est, si ce n'est l'arbitre en Ligue 1 qui fait le plus parler d'elle, ouais. Franchement, honnêtement. En mal et en bien. En mal et en bien, parce qu'il faut rappeler que cet arbitre a remporté 5 fois la récompense d'arbitre de l'année.
Seul Pierluigi Collina a fait mieux avec 6 récompenses. Mais cette fois-ci, elle fait encore parler d'elle à un match à enjeu, parce qu'on rappelle que c'est une demi-finale de Coupe de France. C'est une occasion en or pour Valenciennes qui fait un super parcours. Et t'es devant 55 000 personnes au Groupama. Donc maintenant, il y a eu ce penalty léger sifflé sur Lacazette. Honnêtement, je pense qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait penalty sur Nuama. Et à la limite... lui faire justice. Faire justice, et c'est vrai, il compensait cette fois-ci. Alors, il y a faute, mais c'est très léger. C'est un contact. Lacazette joue bien le jeu, honnêtement, parce qu'il se laisse tomber et puis surtout il profite de cette situation qui ensuite tuera tout espoir valenciennois. Et là c'est un peu la faute de l'arbitre. L'arbitre qui a eu une note de 1 sur 10. De 1 sur 10 sur l'équipe, qui résume parfaitement sa prestation et l'enjeu du match. Juste pour réagir là-dessus, on a eu Anthony Knockaert, justement le concerné par cette faute, qui a réagi au micro de Beansport juste après la rencontre. On l'écoute. Ça me paraît très léger. Je fais la même chose, je pense, 1 minute avant, je me jette sur le défenseur, elle ne siffle pas. Dans la surface, elle siffle. Est-ce que c'est parce que c'est un grand club? Je ne sais pas. Je pèse mes mots. Ils sont comme suspendus s'ils veulent. J'en aurais rien à faire. Ils devraient se poser des questions, je pense, au niveau arbitrage. C'est quand même assez fort. Bon, il y a l'émotion forcément qui le prend, enfin voilà, il n'arrive pas à contrôler son émotion. Anthony Knockaert, on peut le comprendre après l'élimination. C'est quand même des mots assez forts de la part d'un joueur qui a quand même connu pas mal de bons clubs. Ouais, on ressent vraiment la sensation d'injustice dans ses paroles. Et surtout, Valenciennes avait une carte à jouer dans ce match-là, et cette carte s'est totalement envolée. Surtout que Lyon ne tenait pas le match en début de rencontre, était malmené par une équipe qui était dernière à ce moment-là de Ligue 2. Donc honnêtement, oui, tu l'as dit, en plus Anthony Knockaert qui est vraiment le vétéran, le joueur phare de cette équipe. Exactement. Qui a connu notamment Leicester et les diverses péripéties qui ont encouru le club anglais. Mais ouais, effectivement, là, Frappard s'est laissé dominer et submerger par les émotions de ce match capital. On va passer maintenant à Lyon-Brest, un match de fou. C'est peut-être, je pense même, je peux le dire, le match de l'année en Ligue 1. 4-3 pour les Lyonnais, après un scénario totalement fou. Brest menait 3-1, Lyon arrive avec un penalty dans les dernières secondes, 90+16 je crois. Ouais, on va en parler de ce match. C'était complètement fou. Il y a eu plusieurs actions litigieuses, des actions qui ont fait beaucoup parler. Mathieu Vernis au sifflet. Exactement. 1 sur 10 dans l'équipe. Tu peux nous rappeler ces faits de jeu qui ont fait parler? Et en fait, on a senti rapidement que l'arbitre n'était pas au niveau, encore une fois. Peu d'assistance, des coups de sifflet au mauvais moment, en fait. Il y a des situations où le jeu s'envenime et l'arbitre n'est pas là pour être l'acteur majeur de ces faits-là. Et alors, voilà, donc il y a la main d'O'Brien dans la surface qui n'est pas sifflée. Tout début de match. C'est Anthony Gauthier en plus qui a précisé d'ailleurs qu'il y avait facilement 4 faits d'action majeure qui n'étaient pas... Dans tous les cas, Mathieu Vernis a été rétrogradé. Exactement. Après ça, d'ailleurs, il devait assister il devait encore une fois arbitrer le match Rennes-Brest, mais il a été rétrogradé et donc il n'exercera plus avant un petit bout de temps. Ouais. Il y a l'exclusion incompréhensible de Lesmelou sur l'altercation avec Tagliafico. L'arbitre, sans doute submergé par la pression d'un stade qui honnêtement faisait du bruit ce soir-là. Ouais, vraiment. Mais en même temps, cette pression, c'est lui qui l'a mal gérée. Oui. Parce qu'il y a eu des faits de jeu auparavant. Il y a eu la main de Bryan dans la surface. Il y a eu l'action qui amène le coup franc, où il n'y a absolument pas main. C'est d'ailleurs Anthony Gauthier qui le rappelle encore une fois. Il n'y a pas de coup franc sur le but de Del Castillo. Et donc ensuite, tu fais ça alors que Lyon est en train de revenir. Donc forcément, le rythme va être un peu plus intense. Et encore une fois, là, l'arbitre doit être à la hauteur. Et malheureusement, Lesmelou ne doit pas sortir. Il est juste victime de la pression qu'ont mis les joueurs lyonnais. Et après, il y a pas de rouge sur Marco Bizot. Tu peux peut-être nous en dire plus, Corentin? Ouais, ça c'est assez honteux, je trouve aussi. Là, pour le coup, on veut bien défendre l'arbitrage, mais quand tu le vois, je raconte ça personnellement, j'étais au stade, j'étais à l'opposé du but où se passe l'action. Même à l'opposé, je vois le genou rentrer dans la poitrine de Lopez. Donc, si même à 100 mètres, on le voit, comment à 10 mètres, tu ne peux pas le voir? Et c'est là où j'en veux à Mathieu Vernis. Pour moi, c'est surtout sur cette action-là. Et ensuite, juste un carton jaune pour un attentat comme ça. Enfin,
là pour le coup, Si tu sors un carton, il est absolument pas jaune dans cette il situation. n'est pas jaune. Alors je veux C'est- bien la double peine, la règle a changé, on essaye de moins mettre un rouge plus un penalty, je veux bien, mais là quand c'est comme ça, on met quand même en danger la vie d'un joueur. Lyonnais pouvait se plaindre, mais c'est surtout Eric Roy qu'on a entendu après la rencontre en conférence de presse qui lui était complètement en colère auprès de Mathieu Vernis. On a vécu d'autres cette année déjà. On a quelquefois été aussi malmenés par des décisions défavorables, mais après, malheureusement, c'est le foot d'aujourd'hui, quoi. Je sais pas, c'est quand même on vit quand même des moments dans le foot qui sont assez extraordinaires. Et en plus, c'est qu'il y a des gens en plus derrière l'arbitre qui peuvent effectivement réparer ce genre d'erreur. Mais je sais pas ce qu'ils font. On va passer à la deuxième partie du coup, et là on va parler des choses qui fâchent. Allez, c'est parti. C'est pas touché. Je vais partir sur un coup de gueule. Alors, je veux pas critiquer l'équipe, je veux critiquer aucun média, mais je trouve ça honteux qu'aujourd'hui, on en vienne à noter les arbitres. On parle quand même d'un acteur qui est censé être... c'est l'acteur un petit peu objectif, le neutre qui, lui, fait son job tranquillement dans son coin. Il est là pour arbitrer un match, c'est tout. On ne demande pas d'être comme ça ou comme ça. Lui, il fait son taf, il applique les règles du jeu, c'est tout. Je vois pas pourquoi on s'acharne à noter les arbitres et encore plus, de mettre des 1 sur 10 à des arbitres. On parle quand même... Moi, c'est ça en fait qui me rend fou, c'est-à-dire que aucun journaliste, nous on en fait partie, aucun journaliste ne connaît parfaitement les règles du jeu du football. Même les arbitres ne connaissent pas à 100% des lois. C'est impossible. Il y a tellement de lois dans le foot. Donc, oser noter un arbitre après une rencontre, quand t'es journaliste, je suis désolé, c'est ridicule. Oui, surtout qu'on critique pas le média, l'équipe en général. Ah non, pas du tout, parce que plein de médias le font. Exactement. Mais on prend l'exemple de l'équipe parce que c'est celui qui parle le plus, mais plein de médias le font. Et je comprends pas comment tu peux... C'est le principe en lui-même qui n'est absolument pas normal. Enfin, comme tu l'as dit, on est là pour noter des joueurs et pas la prestation de l'arbitre, qui est un élément neutre du jeu, qui est là pour faire son job et qui doit tenir 22 acteurs qui veulent 3 points. Donc à ce moment-là, il y a des notes comme ça qui ne devraient pas apparaître, surtout que ça peut attiser la haine. Et puis surtout, là on a vu Philippe Diallo qui s'exprime aussi sur Frappart. Ouais. Parce que Frappart n'a pas été sélectionné pour l'Euro. Exactement. À cause de cette note. Voilà, c'est tout un chemin qui s'abrique là-dessus. Et c'est ça. Et moi, c'est ça qui me pose problème. C'est-à-dire qu'on en vient quand même à se fier à des notes de journalistes. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu ce 1 sur 10, peut-être que Frappart serait à l'Euro. Exactement. C'est ça qui me rend fou. Et Frappart pourrait être excellente dans des matchs d'une compétition internationale, du coup de l'Europe cette fois. Et Val, il y en a, hein. Surtout que nos arbitres français sont très bons en Europe. Alors, il y en a des très bons, il y en a 2 d'ailleurs qui sont sélectionnés. Ouais. Mais encore une fois... mais ce que je veux te dire, c'est que en Ligue 1, ça va pas, mais en Europe, quand tu regardes dans les compétitions internationales européennes, là, tout se passe bien. Celles qui sont à venir. Bien sûr. On a Le Texier qui va... Et on a Turpin qui va arbitrer donc le match Real-Bayern. Et on a aussi Le Texier qui va... Bayern-Roma. Bayer-Leverkusen-Roma. Voilà. Donc c'est pas rien d'avoir des arbitres qui... Dans le dernier carré comme ça, c'est très important. Et surtout, après, au final, ils ne sont plus que 2 sur 18 dans une compétition comme l'Euro qui se prépare en Allemagne. Exactement. Et juste après, pour terminer cette partie, ce que je trouve encore plus honteux, c'est toute la pression qui est mise sur les arbitres. Je vais revenir sur le licenciement de Stéphane Lannoy, l'ancien patron de l'arbitrage. Tu sais pourquoi il a été licencié en grande partie ? Dis-nous. On est à la mi-temps de Lille-Montpellier. C'est le 28 janvier dernier. Olivier Létang, donc le président de Lille, envoie un petit message à Stéphane Lannoy, le patron de l'arbitrage, pour se plaindre de l'arbitrage d'Hakim Ben Eladj, donc c'est un des arbitres de Ligue 1. Ouais. Stéphane Lannoy donne raison à Olivier Létang par message, sauf que derrière, Olivier Létang descend, va au vestiaire, va voir l'arbitre, lui montre le message de Stéphane Lannoy, donc son patron, en lui disant « t'as fait n'importe quoi ». Et derrière, forcément, Hakim Ben Eladj est influencé à fond pour la seconde période. Et il se passe ce qui se passe. Mais voilà, déjà, la pression est énorme sur lui. Et derrière, la FFF apprend ça. Il est convoqué, Stéphane Lannoy, viré en fin février pour notamment ces propos-là. C'est quand même assez honteux d'en arriver là encore aujourd'hui, en 2024. On a l'impression qu'on est en 93 avec Bernard Tapie qui va voir dans les vestiaires. C'est la mafia, honnêtement. Non, mais c'est quand même fou. Et puis après,
Ça, je voulais en parler, c'est encore plus grave pour moi. C'est beaucoup trop fréquent. C'est beaucoup trop fréquent. Donc, dans une interview accordée au Dauphiné, Willy Delageau, encore un arbitre professionnel, a raconté les difficultés qui ont suivi le match OM Monaco. Donc, c'était le 27 janvier dernier, où il a pris plusieurs décisions assez litigieuses. Ça, ok. Sauf que, en revenant à son boulot, il a expliqué que son téléphone sonnait toutes les 2 minutes, donc son téléphone de travail, parce qu'il travaille dans l'immobilier. J'ai reçu des appels anonymes pour m'insulter. J'ai dû faire face à beaucoup de contestations sur les réseaux sociaux, jusqu'à demander à mon agence de communication de supprimer tous les messages de haine. Je trouve ça honteux. C'est désolant d'en arriver là. Exactement. Pourquoi ils font ça, les gens, en fait? C'est pour Ils ça ont rien d'autre à faire. On retrouve pas beaucoup d'arbitres d'arbitres professionnels sur les réseaux sociaux. Bien sûr, il y en a très peu. Parce que de toute façon, on sait très bien que les répercussions d'un mauvais match et de n'importe quel groupe de supporters, ça leur retombera dessus. Parce que ça arrive même aux joueurs, des gens qui, on l'a vu par exemple à l'Euro dernier, où il y avait les pénaltys manqués de Saka, même les insultes racistes, ça arrive énormément et c'est désolant d'en arriver là. Ouais. Et là, cette fois-ci, c'est Willy Delageau qui en paie les frais d'un mauvais match et qui se fait menacer. Et ça arrive à la famille, mais c'est arrivé à plein de personnes dans le monde du football. Et c'est désolant de ne pas savoir se tenir et d'en arriver là. Parce que après, qu'est-ce que ça fait? Ça coupe l'herbe sous le pied à quelqu'un qui prenait du plaisir à faire son métier. Et surtout, après, ça peut totalement l'influencer parce qu'il n'a peut-être pas envie de revivre ce scénario-là. Et tout ce qui est dans sa tête est détruit. Et surtout, maintenant, tu vis peut-être avec la peur d'arbitrer, de recevoir des menaces encore et encore, et de assister à un scénario pareil. On va passer à la troisième partie avec les solutions envisagées par la FIFA et toutes les instances pour remédier à ces problèmes d'arbitrage. C'est pas touché. Bon, tu l'as un peu teasé tout à l'heure, la sonorisation. Ça y est, on l'a appris cette semaine. Déjà, la sonorisation sera utilisée pour la première fois pour la finale de Coupe de France entre Lyon et Paris le 25 mai prochain. Mais on l'a appris qu'elle allait être utilisée officiellement en Ligue 1 la saison prochaine pour la saison 2024-2025. Alors, j'explique juste le concept. C'est comme en NFL pour ceux qui suivent le football américain. C'est-à-dire qu'on n'entendra pas tout ce que diront les arbitres, mais à chaque décision, donc chaque fois qu'un arbitre ira consulter le VAR, on l'entendra pas pendant qu'il sera en train de consulter le VAR, mais dès que le VAR sera consulté et qu'il devra prendre sa décision, son micro sera donc activé dans tout le stade. Tout le stade entendra ce que dira l'arbitre. Et l'arbitre expliquera donc sa décision. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Val, de ça? C'est un progrès énorme parce que, comme tu l'as dit, il y en a, ça existe déjà pour le football américain, ça existe en NBA aussi au basket. Et c'est très important parce que ça permet aussi de comprendre pourquoi l'arbitre fait cette décision-là. C'est un énorme progrès parce que déjà, ça évitera à tout le monde de se faire son opinion en disant « Ah mais il a fait ça pour ci, il a fait ça pour ça ». Non, là, il y aura l'arbitre connaît ses règles, l'arbitre connaît son métier, il expliquera pourquoi il a pris cette décision. Le stade grondera forcément mais on comprendra moins à la décision. Mais la décision, elle sera tranchée et surtout, elle sera avérée. On aura le point de vue de l'arbitre et surtout, ça permettra aux supporters de profiter et d'être tenus en temps de la décision officielle, cette fois-ci, de l'arbitre. Pour moi, ça part de là, la réconciliation. C'est-à-dire que, encore une fois, comme tu disais, voilà, tout le monde pourra au moins comprendre pourquoi il a fait ça. Peut-être que personne ne sera d'accord, mais déjà, ça t'enlève au moins 50% de personnes qui seraient frustrées, tu vois. C'est ça. C'est-à-dire que là, tu auras au moins la moitié qui te dira « Bon, ok, peut-être qu'il a raison ». Peut-être qu'il a tort aussi. C'est ça. Mais certainement les plus férus de football comprendront cette décision parce qu'il faut savoir faire, il faut savoir être objectif. Et dans cette décision-là, la décision de l'arbitre, elle sera expliquée. Et ça peut, comme tu as dit, ça peut convaincre. Alors, les arbitres sont formés, ils sont prêts à ça. Ça y est, maintenant, il reste plus que les infrastructures. Voilà, il faut équiper les infrastructures. Et ça arrivera l'année prochaine. Donc, c'est un progrès énorme pour surtout le football, parce que c'est quand même le sport le plus médiatisé au monde. Et ils sont dans les derniers à intégrer ces genres de règles-là. Exactement. Ces progrès auraient dû être pris en compte avant. Et on va voir si ça va s'exporter même dans d'autres ligues
footballistique en Europe. On avait déjà ce mini-système mis en place par Prime Video, notamment et beIN Sport aussi. C'est-à-dire qu'ils sonorisent les arbitres pendant un match précis et ils en tirent quelques extraits pour les mettre sur YouTube et les diffuser à la télé. C'est pas en direct, mais on peut vivre ce que vit au final un arbitre pendant un match. Et je vous propose de vivre une belle séquence, enfin une belle, plutôt... pas très belle. Oui, parce que là on a les dessous de ce que vit un match lors d'un choc en Ligue 1. Et là, c'était Lille-Marseille. On va écouter Monsieur De Chépy. Hey, je sais. Venez voir. Je sais. Venez me voir. Je sais. Non, moi j'ai touché là-bas. Je passe le message pour votre équipe. Je suis d'accord avec vous qui glisse. Ça, il y a pas de souci. C'est pas lui qui le fait tomber. Par contre, derrière, il lui met le coup. C'est pour ça que je siffle. Ok? Monsieur Gay, on sera pas d'accord toute la soirée, mais me parlez pas en me courant dessus, ok? Non mais je vous le dis, me parlez pas comme ça. Moi je gère, par contre... C'est quoi ça? C'est pas possible. J'ai haussé le ton ou pas avec vous? Attendez. C'est moi qui gère. C'est moi qui gère. J'ai haussé le ton ou pas avec vous? Je parle à monsieur Aubameyang, donc j'ai pas haussé le ton avec vous. Vous avez quelque chose à me dire? Ne venez pas les branler. Le chrono il est toujours là, on est 6 et on sera très précis. Ok? Merci. Et ce que vous venez d'entendre là, un arbitre le vit au moins une dizaine de fois par match. Au moins. Si ce n'est plus. C'est pour vous dire à quel point ce métier est épuisant mentalement et physiquement. Est-ce que, juste pour toi, avant de terminer cette petite parenthèse pour les solutions, est-ce que pour toi, le fait de sonoriser les arbitres influencera leur match, c'est-à-dire influencera leur manière de parler, de s'adresser aux joueurs? Est-ce que ça changera quelque chose selon toi? Ils se sentiront peut-être protégés, j'ai envie de dire, vis-à-vis de ça, parce qu'en fait, ils savent que maintenant, ils ont leur version. C'est-à-dire que s'ils se font totalement incendiés par les joueurs de l'équipe adverse, au moins, on comprendra pourquoi l'arbitre a peut-être pris cette décision-là, et dans quel sens elle est, et surtout, on va peut-être compatir pour ce que vit un arbitre français dans un match qui peut parfois basculer. Et donc moi je pense que ça peut avoir une influence mais positive forcément pour les arbitres, qui vont vraiment pouvoir se sentir protégés parce que ces extraits existeront et on pourra se faire chacun notre propre avis sur la situation. On va passer à la dernière partie avec l'invité, on va dire, de ce podcast. Exactement. Un invité de prestige, RG28, Ryan Herry, pour être plus précis, arbitre amateur, mais jeune arbitre de la Ligue Nouvelle-Aquitaine, qui est en train d'exploser sur les réseaux avec, justement, il sonorise lui ses matchs au football amateur et ça nous donne des séquences magnifiques. Et on passe tout de suite du coup à l'interview. C'est pas touché. Merci d'avoir accepté cette invitation et comment vas-tu, Ryan? Merci à toi pour l'invitation et je vais très bien. Tu sonorises tes matchs et ça c'est quelque chose qui est très très intéressant à voir parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de le voir en professionnel. On sait qu'il y a Amazon qui le fait de temps en temps mais c'est pas en direct. Est-ce que toi t'es pour justement que ça arrive en pro? La sonorisation, elle est vachement intéressante parce que je pense, alors d'aujourd'hui, ce qui est le plus reproché dans l'arbitrage français, enfin, ce qui crée le plus de reproches et le plus d'incompréhension, c'est la compréhension. C'est que les gens, en fait, ne comprennent pas les décisions parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est compliqué de comprendre parfaitement les décisions d'un arbitre quand on n'est pas arbitre. Parce qu'il y a une gestuelle, il y a une connaissance du règlement qu'il faut avoir, qui est assez aigu. Donc quand on ne sait pas ça, on n'a pas les mêmes codes qu'un arbitre. Et donc en fait, finalement, le monde du football ne comprenne pas les arbitres à défaut de ne pas les aimer ou quoi que ce soit. Au-dessus de ça, je pense que le plus important, c'est qu'ils ne comprennent pas les arbitres. Et donc ce micro peut vraiment permettre aux arbitres de se faire comprendre. Et on le voit sur les vidéos Prime et tout ça, les gens, ils sont là, ouais, mais en fait, l'arbitre, il a une voix, il parle, il mange, il respire. Et donc, les gens comprennent, en fait. Et c'est ça le plus important. Après, en fait, dans les textes de loi, lors d'aujourd'hui, le micro est interdit sur des matchs diffusés en direct. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas entendre le match, l'arbitre, sur un match en direct, diffusé en direct. C'est dans les lois de l'IFAB. L'IFAB, ce sont un peu les gardiens
des lois du jeu. Et donc, voilà, je pense qu'il faut que ça change dans la règle. Tant que ça ne changera pas sur l'IFAB, on n'aura pas de micro en direct. Et toi, t'as pas posé de problème justement de proposer cette sonorisation sur tes vidéos ? Bah, je l'ai pas fait tout de suite. Je voulais déjà qu'on comprenne bien mes vidéos, qu'on comprenne que ma démarche, elle est positive. Voilà, je voulais partager ça parce qu'en fait, on n'y connaît rien sur les arbitres. Les gens ne savent pas ce qu'on vit, ne savent pas comment notre vision parfois. Et puis, donc voilà, je voulais vraiment que les gens, en fait, à travers la vidéo, puissent vivre ça. Donc au début, j'ai pas mis de micro, j'ai sonorisé uniquement des tournois, donc des matchs qui n'étaient pas officiels. Donc voilà, au début, j'ai pas du tout sonorisé. Et puis c'est venu... C'est venu petit à petit en fait, c'est venu petit à petit. Je pense qu'après que les gens ont compris le but des vidéos. Et tu penses pas que ça pourrait protéger entre guillemets les arbitres d'avoir ça en Ligue 1 et en Ligue 2 par exemple? Protéger dans le sens moins recevoir d'insultes, être plus compris par le public comme tu le disais? Les gens en fait ce qu'ils veulent c'est comprendre, c'est surtout ça. Je vais être un peu cru, les commentateurs, je les respecte, je les admire, hein, c'est ceux qui m'ont fait kiffer le foot quand j'étais plus petit, ne connaissent pas les règles. Non, les commentateurs ne connaissent pas les règles, les joueurs ne connaissent pas les règles, les intervenants télé ne connaissent pas les règles. Donc finalement, les trois personnes qui parlent d'arbitrage à la télé sont tout sauf des arbitres. Donc, quand t'as le commentateur qui dit si le dernier défenseur c'est rouge, et ben les gens ils disent quoi? Bah oui, bah c'est ça la règle, parce que c'est le commentateur qui a parlé. Et à l'heure d'aujourd'hui, en fait, on a cette désinformation par pas mal de personnes qui ne connaissent pas les règles, mais sans méchanceté. Hein. Si t'as jamais ouvert un bouquin et que t'as jamais arbitré, bah, c'est très compliqué de connaître les règles. Et donc là, dans cette situation, voilà, on a des gens qui ne maîtrisent pas le règlement et qui parlent. Et donc les gens se basent sur ces paroles-là, qui ne sont pas maîtrisées et qui sont fausses, tout simplement. Et derrière, on n'entend pas les arbitres. On n'a pas le retour des arbitres. On n'a jamais un arbitre qui donne son retour, à part sur autorisation, etc. à la fin du match. Mais donc du coup, les gens n'ont pas un retour d'arbitre. Et il est là le problème. Donc c'est vrai, encore une fois, ça revient à ce manque de communication. Et justement, là tu me fais une transition toute faite, mais par rapport aux médias, Stéphanie Frappart et Mathieu Verny sont reçus la note d'1/10 dans l'équipe. Est-ce que tu fais partie de ceux qui pensent qu'on ne devrait pas noter des arbitres dans les médias? Moi, l'équipe, ils mettent 1/10. Bah, je suis super content. J'achète leur journal et je le donne à mon voisin. En fait, les arbitres, ils sont observés, ils sont notés toute la saison par des observateurs, par des observateurs fédéraux, la plupart, tous les observateurs de Ligue 1 ont arbitré en Ligue 1. Ils sont notés par eux. Donc que l'équipe te mette 1/10, c'est un peu l'opinion publique. Mais en soi, ça ne change rien. Après, oui, forcément, ça fait pas plaisir de voir ton nom dans la presse et de dire que tu n'as pas été bon, forcément. Mais en fait, il y a l'avis du grand public qui a un avis intéressant, dans le sens où je trouve que tu as fait un mauvais match parce que, voilà, j'ai pas forcément compris ta cohérence, tout ça. Et là, ok. Là, c'est l'avis spectateur qui peut être intéressant. Par contre, l'avis pur arbitrage technique, bah là, je veux que ce soit une personne de l'arbitrage qui me donne son ressenti, pas un média. Parce que dans un média, il n'y a pas de personne de l'arbitrage, entre guillemets. Donc je trouve que ce système de notation ne sert pas à grand-chose parce que les arbitres sont notés par des personnes compétentes et que c'est largement suffisant. Et j'aimerais qu'on parle un peu du VAR. On a souvent entendu cette saison que c'était un problème. Il y a plusieurs présidents, je crois que c'est celui de Reims qui disait qu'il voulait enlever justement le VAR. Est-ce qu'il est seulement mal utilisé de temps en temps ou est-ce que c'est un vrai problème? Le VAR, il est là pour amener de l'équité sportive. Je pense que ça a eu plus de bien que de mauvais. Je prends l'exemple d'un penalty oublié ou des choses comme ça. En fait, ça fait que ça ramène quand même une équité quand l'arbitre ne prend pas la bonne décision à la base. Après, il y a ce fait aussi que maintenant tout tourne autour de ça. Tu vois, dès qu'il y a un joueur, dès qu'il y a penalty, tout ça, ça dénature forcément un petit peu. Les joueurs n'attendent que le VAR dès qu'ils sont pas d'accord avec la décision. On a l'impression que finalement, c'est pas que c'est plus l'arbitre au centre qui décide, mais il y a tellement d'attentes de la VAR. Je pense qu'il y a peut-être trop d'attentes sur cet outil-là. Ce qui fait qu'on s'en réfère, les gens s'en réfèrent qu'à ça. Alors qu'à la base, c'est juste un supplément quand l'arbitre ne prend pas la bonne décision. Ou pas la décision attendue. Merci Ryan pour cette interview. Merci d'avoir pu répondre à mes questions. Avec plaisir.
Et voilà, c'est terminé pour ce podcast Carton Rouge. Merci d'avoir écouté, merci de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner évidemment au Money Time pour d'autres podcasts. Merci Valentin d'avoir été là avec moi pour parler de l'arbitrage français. Ravi de cet échange et puis n'hésitez pas aussi à suivre RG28 sur les réseaux sociaux qui nous a fait acte de sa présence. Évidemment, Instagram, Twitter, YouTube et même TikTok aussi où il cartonne. Valentin, nous on se retrouve plus tard pour un deuxième épisode de Carton Rouge. C'est le premier épisode d'une longue aventure et puis on l'espère. se retrouve la prochaine fois. Évidemment. Allez, portez-vous bien et salut tout le monde. Salut tout le monde.